Donc, encore une fois, merci à tous pour votre participation au webinaire Matouma consacré à la question comment faire face à la fin du RTC et du CSD. Donc, pour brièvement me présenter, je suis responsable marketing produit chez Matouma. J'animerai le webinaire et comme vous l'aurez compris, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Dumas de SRB Énergie qui va nous partager son expérience, son retour d'expérience face à cette fin du RTC et du CSD. Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle chez SRB Énergie? Oui, bien sûr, Gueltaz. Bonjour à tous. Donc, Sébastien Dumas. Donc, je travaille à SRD. SRD, c'est une entreprise locale de distribution d'électricité. Et je suis directeur du parcours client-fournisseur, c'est-à-dire que j'ai en charge, en fait, la relation avec tous les acteurs de marché, au niveau du marché de l'énergie, les fournisseurs, les clients, mais aussi les opérateurs d'ajustement, d'effacement, etc. Et je suis notamment en charge de tout le cycle de facturation de l'énergie qui démarre par la collecte des données au niveau des compteurs. Et je suis aussi responsable du projet Linky à SRD. Très bien, merci Sébastien. Donc du coup, concernant le déroulé du webinaire, nous allons passer à peu près 40 minutes ensemble. Donc environ 20-25 minutes de présentation et 10-15 minutes de questions-réponses. Et donc, comme décrit dans le slide à droite, donc voilà, vous pouvez poser vos questions via le question chat. Et donc, nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, avant de démarrer, quelques petits mots sur Matouma. Donc, nous sommes fournisseurs de cartes SIM machine-to-machine mono et multi-opérateurs et de services IoT industriels. Donc, nous avons plus de 700 000 cartes SIM déployées et nous gérons les flottes d'objets de cartes SIM via une plateforme de gestion, via notre plateforme de gestion de plus de 2500 clients professionnels. C'est vrai que sur ce sujet du CSD et du RTC, on a pas mal de sollicitations, notamment avec les échéances qui arrivent, et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce webinaire. Sébastien, de ton côté, est-ce que tu pourrais présenter rapidement SRD? Oui, bien sûr. Donc, SRD, comme je le disais, on est une entreprise locale de distribution d'électricité. Donc, on assure la gestion du réseau de distribution d'électricité sur environ 95% du territoire du département de la Vienne. On a aujourd'hui 140 000 clients desservis par nos réseaux qui sont constitués d'environ 12 000 km de réseau haute tension, donc 20 000 volts, et basse tension. On est environ 170 salariés avec 16 postes sources qui alimentent nos réseaux. Donc, ce sont des postes de transformation 90 000 volts, 20 000 volts. Voilà rapidement présenté l'activité de SRD. Très bien. Donc, et moi, si je comprends bien, par rapport à ces activités de gestion de réseau, de distribution d'électricité, c'est ce que tu as dit aussi un peu en préambule. Vous êtes aussi en charge, donc, du coup, des compteurs électriques comme Linky, c'est bien ça, hein? Exactement, on a en charge l'activité de gestion du comptage, c'est-à-dire qu'on est propriétaire des équipements de comptage, les compteurs proprement dit, mais aussi les modems, et on opère toute l'infrastructure de relève depuis la collecte jusqu'à la mise à disposition de ces données aux acteurs de marché et aux clients. Très bien. Les introductions faites, on va pouvoir, je vais vous présenter un petit peu le sommaire. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner précédemment, mais donc ces slides vous seront envoyés aussi ultérieurement, donc vous inquiétez pas pour recopier ce qu'il y a dans ces slides, ce n'est pas forcément la peine. Concentrez-vous bien sur la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, en premier lieu, c'est vraiment, je vais essayer d'être le plus concis et précis, ça va être un rappel du contexte sur les technologies RTC CSD, les échéances à venir, les potentiels impacts sur vos équipements. Et dans un second temps, on profitera du retour d'expérience de Sébastien de SRD Énergie sur la gestion de sa migration de son parc RTC CSD en IP. Et on essaiera d'en ressortir un maximum les solutions, les grandes étapes, les avantages, les points de vigilance liés à cette migration.
Donc, le RTC, le CSD, qu'est-ce que c'est? Donc, le RTC, c'est le dénommé le réseau téléphonique commuté. Donc, c'est le réseau historique utilisé par les opérateurs qui leur permettent d'acheminer les communications téléphoniques sur un réseau fixe, donc la fameuse prise en T. Ça a été déployé dans les années 80 par France Télécom, notamment pour faire face à l'augmentation des téléphones dans les foyers, mais aussi pour des applications, pour le début des applications machine-to-machine. Le CSD, lui, qui est aussi appelé le GSM Data, est une technologie de transfert de données utilisant la norme GSM, le réseau 2G. Il va se caractériser par un fonctionnement similaire à un appel vocal, mais sauf que via ce canal voix, cela va permettre d'envoyer et de recevoir de la donnée. Donc voilà, la tarification du coup pour un appel vocal va se lier à la minute, à la seconde, selon la durée de connexion. Et donc c'est un débit qui est assez limité puisque vous pouvez pas, ce sera en dessous de 10 kilobytes par seconde. Et pourquoi on a relié ces deux éléments? C'est que c'est vrai que généralement dans le M2M, le CSD va pouvoir servir de canal pour remonter les données vers des serveurs RTC, vers des plateformes RTC. Donc le réseau, c'est vrai que ces deux réseaux finalement sont un peu les prémices des réseaux bas débit d'aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup d'applications autour des alarmes, des équipements de télésurveillance, des platines d'ascenseur, des terminaux de paiement, et ce qu'on va voir encore plus aujourd'hui, des automates, des compteurs communicants de télérelève. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions déjà de réalisées au niveau de la sécurité, au niveau des cas d'application de sécurité et au niveau des terminaux de paiement. Il y a un peu plus de temps, on va dire, sur la partie télérelève, notamment liée au fait qu'il faut se déplacer dans des zones rurales et que les compteurs ne sont pas forcément évidents à remplacer. Donc ça, c'est vrai que c'est encore aussi pour ça qu'on a choisi ce cas d'usage aujourd'hui. Donc pourquoi cet arrêt? Principalement sur la partie RTC pour des coûts de maintenance très élevés pour l'opérateur Orange, et côté CSD, côté CSD et côté RTC, de toute façon, c'est sur l'obsolescence des technologies. Avec l'arrivée des nouveaux protocoles IP et des nouveaux réseaux en général, c'est ce qui sont bien plus performants. Ça n'a pas forcément un vrai intérêt de les maintenir encore longtemps dans le temps. Donc en termes de fonctionnement, on va partir d'un cas simple, et le cas qu'on va de toute façon aussi encore une fois exposer aujourd'hui, la télérelève, mais ça peut s'appliquer de la même façon sur d'autres cas d'application. Donc là, on a un poste de supervision, il est équipé de modems de serveurs RTC, et quand il va commencer à faire sa collecte de télérelève, il va appeler un à un donc les différents compteurs, et ces compteurs donc peuvent être soit équipés d'un modem direct RTC pour faire une remontée sur le réseau RTC, ou une carte SIM pour remonter via le CSD. Donc cette carte SIM est liée à un numéro téléphonique dédié qui vont vous permettre finalement d'être contacté et donc de remonter via ce fameux canal voix via le CSD. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que ça implique des limitations en termes de fonctionnement, avec un appel à la fois seulement possible, des équipements distants et une facturation réalisée à la minute, à la seconde via le canal voix, ce n'est pas forcément économiquement le plus intéressant dans le machine-to-machine, dans l'Internet des objets, quoi. En termes d'échéance, donc sur la partie RTC, c'est vrai que c'est les choses ont déjà été annoncées, ont déjà bien avancé. Donc depuis 2018, il n'est plus possible d'ouvrir de nouvelles lignes analogiques. Donc de toute façon, pour des nouveaux déploiements, c'est déjà impossible finalement sur la partie RTC. Et ensuite, à partir de 2023, selon un système de plaques géographiques, les lignes vont être progressivement et définitivement coupées. Sur la partie CSD, c'est un peu différent. Donc il y a des positions différentes selon les opérateurs. Orange SFR ont déjà, depuis
le 1er janvier 2019 eu des baisses, on va dire, capacitaires concernant le GSM Data et surtout, on va dire, une qualité de service qui n'est plus, entre guillemets, assurée. Et à partir du 1er janvier 2021, c'est une fermeture définitive du service. On va voir un petit peu ce que ça veut dire. On a mis Orange SFR, mais il faut savoir aussi que ça s'applique typiquement sur des cartes SIM aussi qui vont fonctionner en roaming. Donc notamment des cartes SIM potentiellement multi-opérateurs qu'on verra plus tard. Concernant Bouygues Télécom, pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce de fermeture du CSD du GSM Data. J'ai encore eu une discussion avec eux juste avant ce webinaire, ils me l'ont bien confirmé. Pour vous, quels vont être les impacts dans votre chaîne technique? En fait, il va y avoir 3 aspects et qu'on va le voir continuellement au cours de cette présentation. Donc, le terminal, la carte SIM et votre système d'information. Si l'un de ces 3 éléments, si vos éléments ne sont que compatibles en CSD Data, à partir du 1er janvier 2021, pour bon nombre dès que vous aurez des cartes SIM Orange, SFR, etc., ça ne marchera plus, tout simplement. Donc effectivement, il y a besoin de réagir assez rapidement. Et ensuite, il y a soit effectivement la possibilité de faire évoluer vos matériels actuels, soit que ça soit à distance ou en local, soit il faut effectivement passer par un remplacement pur et simple. Donc, voilà un peu sur la partie contexte concernant le RTC, le CSD. Donc passons désormais à quelque chose qui va être un peu plus concret et parlant. Donc Sébastien, encore merci d'être parmi nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Avant de parler vraiment de la migration et de tout ce qui s'est passé depuis pour vous, pourrais-tu nous donner des éléments de contexte concernant les équipements que vous avez en place et les enjeux vis-à-vis de cette fin du CSD, du RTC? Oui, tout à fait. Donc, le contexte pour nous était le suivant. On a toujours environ 3000 compteurs qu'on appelle CNI. Donc, c'est les compteurs pour les clients les plus fortement consommateurs, c'est-à-dire ou raccordés sur le réseau basse tension, mais avec des puissances souscrites supérieures à 36 kVA, ou raccordés sur les réseaux haute tension. Donc, pour ceux qui connaissent, ce sont les compteurs SL7000, Saphir, PME-PMI. Voilà, ces compteurs sont équipés de modems e-tron, de marque e-tron, c'était des modems qui sont upgradables pour passage en GPRS. Donc ils fonctionnaient en GSM Data, mais ils étaient upgradables. Alors pas à distance, mais sur le terrain. Et puis on avait une plateforme de supervision, de collecte, exactement selon le schéma que tu décrivais, avec qui s'appelle Saturn, et donc derrière laquelle il y avait des modems physiques RTC qui communiquaient donc en GSM Data. Donc on appelait un numéro de téléphone portable pour joindre les compteurs. Et donc l'objectif pour nous en 2018, là quand on a lancé le projet, c'était en 2 ans, donc sur 2019 et 2020, d'arriver à migrer les 3000 modems qui étaient sur le terrain pour les passer du GSM Data au GPRS. Donc voilà. D'accord, donc effectivement, c'est un objectif qu'on pourrait qualifier d'assez ambitieux. Et donc, du coup, comment vous avez géré cela au niveau c'est vrai que des choix technologiques, donc tu nous en as un petit peu parlé, mais pourquoi finalement ces choix-là? Et est-ce que tu pourrais un peu nous détailler les étapes de préparation et les étapes par lesquelles vous êtes passé à ce moment-là? Alors, le choix naturel, c'était évidemment de passer du GSM Data au GPRS. Nous, on a fait le choix de passer en technologie 2G, essentiellement pour des raisons économiques, puisque ça nous permettait de ne pas remplacer les modems, mais simplement de faire un upgrade du firmware. Et puis, bon, le 2G est largement suffisant en termes de débit. Et puis, on a aujourd'hui à peu près la garantie que le 2G va se poursuivre au moins jusqu'en 2030, on pense. Alors, comment ça s'est passé? Alors, d'abord, il a fallu évidemment préparer
cette migration avec une préparation des outils. Donc, il a fallu à la fois préparer la plateforme de collecte Saturn, donc pour l'adapter à l'IP. Donc, on appelle désormais une adresse IP et plus un numéro de téléphone portable. Il a fallu également préparer des outils terrain, donc des tablettes, pour pouvoir charger le nouveau firmware dans le modem. Donc, une étape de préparation et puis ensuite une étape de planification, puis l'étape finale de déploiement terrain, donc qui se termine actuellement puisqu'on aura upgradé tous nos modems au 31 décembre de cette année. Ce qu'on a regardé également, c'est essayer d'améliorer un petit peu la sécurité. Donc, on est passé sur un APN dédié Matuma, APN privé, ce qui est un niveau de sécurité bien sûr bien supérieur à ce qu'on pouvait avoir en GSM data. Voilà. Très bien. Et au niveau de terrain, du coup, comment ça s'est passé? Parce que tu nous as parlé un petit peu des mises à jour, justement, enfin du fait que vous avez pu upgrader vos équipements. Comment ça s'est passé un peu ces différents upgrades, et quelles étaient un peu les durées d'intervention? Comment ça se passait véritablement, vous, au niveau opérationnel? Alors, concrètement, comme je disais, les agents terrain, donc on l'a fait avec nos propres équipes, nos équipes internes. Les agents terrain étaient équipés d'une tablette et puis d'une carte SIM, puisqu'on a profité effectivement de ce déploiement pour remplacer les cartes SIM, qui étaient des cartes SIM mono-opérateurs, SFR ou Bouygues. Donc, on a mis des cartes SIM Matuma multi-opérateurs. L'intervention sur site était assez courte, puisqu'elle durait environ une quinzaine de minutes sur site. Par contre, on a des temps de déplacement qui étaient assez significatifs, puisqu'on dessert des territoires assez ruraux, même très ruraux. Et donc, on a des temps de déplacement qui sont de 30 à 45 minutes en moyenne entre les sites. Et donc, un intervenant remplacé entre 8 et 10 modems, enfin upgradé entre 8 et 10 modems par jour, et puis avec pose d'une carte SIM. Et puis, il faisait un appel systématique à la supervision pour valider depuis le terrain la bonne communication avec notre plateforme de collecte Saturn. Voilà. On en a profité également à l'occasion de cette montée de version de firmware sur les modems, d'intégrer un reboot automatique des modems quotidiens, puisqu'on était par le passé un petit peu embêté en matière de maintenance des modems, puisqu'on était amené assez souvent à se rendre sur le terrain pour faire un reboot manuel, qui permettait d'ailleurs très souvent de résoudre les problèmes rencontrés. Donc, on a intégré dans cette nouvelle version de firmware un reboot automatique quotidien du modem. Très bien, ouais. Bien, merci Sébastien. En tout cas, c'est clair et c'est bien détaillé, donc c'est parfait. Et donc, si je résume un petit peu ce que tu nous as dit, on va dire qu'il y a trois grandes briques qui ont dû évoluer pour vous ou être changées. Moi, j'essaie de prendre un peu de hauteur et on va dire aussi de vous amener sur d'autres cas d'application. Donc, effectivement, dans cette migration, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est de potentiellement que vous allez devoir soit changer vos équipements, soit les adapter, pour qu'ils soient en possibilité d'accueillir le GPRS et de pouvoir le GPRS, la 3G ou la 4G, mais qu'ils puissent pouvoir transiter vers ces réseaux. Deuxième brique importante, ça va être vos frontaux et vos serveurs qui vont devoir gérer les adresses IP, les appels vers les adresses IP et non plus vers des numéros de téléphone comme c'était le cas précédemment. Enfin, c'est la partie gestion des remontées de données et prise de main à distance. Donc, c'est ce que nous disait un petit peu Sébastien à l'instant. Voilà, c'est aussi de bien avoir en tête que, encore une fois, ce fonctionnement va être un petit peu similaire, un petit peu différent, et que donc voilà, l'infrastructure qui est en place permet aussi de faire certaines choses, et donc qu'il faut bien mesurer tous ces aspects de maintenance à distance.
Donc, c'est vrai que ça, Sébastien, vous nous en a déjà un petit peu dit quelques mots. Mais aujourd'hui, concrètement, opérationnellement, comment ça se passe quand vous commencez de la télérelève à SRD suite à ce passage en IP, hein, on va dire comment ça se passe, quelle infrastructure, on va dire, vous utilisez. Donc on a toujours le même outil de collecte qui s'appelle Saturn. Mais comme je le disais, au lieu d'appeler un numéro de téléphone portable, on appelle désormais une adresse IP, et puis on n'a plus de modem RTC physique en fait. Donc c'est beaucoup plus simple comme architecture de communication. Et bon, non seulement on n'a pas eu de rupture de service pendant ce déploiement, mais on a même une amélioration de la qualité de la collecte. Donc c'est plutôt très positif. S'agissant de la maintenance à distance, là aussi, comme je le disais, on avait pas mal de réinterventions terrain à réaliser sur des modems pour les rebooter, très simplement. Et donc, le fait d'avoir fait cette montée de version de firmware avec un reboot automatique, on voit qu'on a également beaucoup moins de réinterventions terrain nécessaires. Donc, c'est un bilan qui est globalement très positif sur la fiabilité et la qualité de la télérelève. Très bien. Très bien, c'est parfait. Et donc, moi, c'est vrai que si je reprends un peu une fois ce que tu nous as dit en schéma, on va dire. En gros, donc effectivement, dans ce fonctionnement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le compteur qui va remonter via CPL ou autre vers un concentrateur qui sera équipé d'un modem 3G 4G avec une carte SIM multi-opérateur, typiquement, avec une adresse IP privée fixe, qui va ensuite, du coup, grâce à un APN privé, se connecter sur le réseau opérateur. Et ensuite, via un tunnel VPN et un accès direct, un tunnel VPN sécurisé, ça va du coup vous permettre de télérelever vos données et ça va aussi avoir une sécurité maximale. Donc c'est vrai que sur ce type d'infrastructure, encore une fois, c'est toujours adaptable à d'autres cas d'application. Après, il faut mesurer véritablement pour vous l'intérêt d'avoir ce type d'infrastructure. Je sais qu'il y a des régies des eaux qui sont aussi parmi nous. C'est vrai qu'il peut aussi être demandé. C'est pas forcément là le cas pour SRD Énergie, mais c'est de pouvoir faire du sim to sim, c'est-à-dire avoir la capacité d'un équipement de converser avec un autre et d'avoir une sorte de maître esclave avec des ordres qui sont donnés d'un équipement d'une sim à une autre. Donc ça, c'est des éléments voilà, qu'on peut aussi approfondir plus tard. Et surtout, voilà, on a déjà fait un webinaire à ce sujet, c'est le dernier sujet de notre webinaire il y a quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes intéressé aussi d'en savoir plus sur ces éléments-là. Et donc maintenant qu'on a, entre guillemets, qu'on est presque arrivé à la fin de cette migration chez vous, avec du recul, voilà, quels sont pour toi, Sébastien, donc les principaux avantages et les points de vigilance qui sont ressortis finalement de toutes les actions que vous avez réalisées pour cette migration? Alors les principaux avantages, comme je le disais, c'est la qualité et la fiabilité de la collecte. On a gagné en fiabilité de collecte en passant en GPRS et aussi grâce aux cartes SIM multi-opérateurs, puisque comme je le disais, on dessert des zones très rurales et donc effectivement des cartes mono-opérateurs peuvent à certains endroits poser problème. Donc on a vraiment avec ces cartes multi-opérateurs optimisé la couverture GPRS. La sécurité, je le disais, puisqu'on est passé sur un APN privé, Matuma, et puis bien sûr le coût, puisqu'on a déposé des cartes SIM GSM, SFR, Bouygues, pour passer sur des cartes Matuma, et donc on a aussi gagné sur le coût des communications de manière assez significative. Donc je dirais 3 avantages, la qualité, la fiabilité de la collecte, la sécurité et le coût. Voilà, les points de vigilance suite à cette migration, bon, je pense que c'est avoir une bonne préparation,
avoir conscience que l'essentiel du coût se trouve dans le déplacement des agents sur le terrain et donc qu'il faut à tout prix optimiser ces déplacements et éviter les réinterventions, hein. Donc c'est pour ça qu'on a très rapidement opté pour une validation de la bonne communication avec la plateforme de collecte au moment où l'agent finit son intervention sur site. Et donc, on a eu très peu de réintervention. Donc, je dirais les points de vigilance, c'est une bonne préparation et puis éviter à tout prix des réinterventions, donc valider immédiatement la bonne réalisation de l'opération. Très bien. Et c'est vrai quand on a préparé ce webinaire, tu m'avais aussi parlé un peu des réactions de tes clients, justement, au passage du GPRS, parce que finalement, pour eux, aussi, ça a un impact dans leur quotidien, dans leur façon de pouvoir télérelever. Oui, tout à fait, Gueltas, tu fais bien de soulever ce point. Effectivement, j'avais oublié d'en parler, mais effectivement, nos clients avaient l'habitude de pouvoir appeler directement le compteur. Donc, ils avaient le numéro de téléphone du compteur et ils avaient des horaires pendant lesquels on autorisait le client à appeler le compteur pour relever lui-même ses données. Évidemment, avec un APN privé sur une infrastructure IP, on ne peut plus autoriser le client à se connecter à notre infrastructure pour les raisons de sécurité évidentes. Et donc, effectivement, il y a un enjeu de mise à disposition des données aux clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des API pour permettre aux clients de venir récupérer ces données, on va dire, de SI à SI, s'ils le souhaitent, et aussi des mécanismes de publication de données, donc sous différents formats, CSV, XML, et aussi par différents vecteurs, hein. Ça peut être des publications par mail ou par dépôt sur des serveurs FTP. Donc, il y a comme point de vigilance également à préparer la mise à disposition des données aux clients qui est forcément différente de ce que c'était en GSM. Eh bien, c'est très clair, en tout cas, tout ça, et on comprend bien justement tous les enjeux de cette migration et ce que ça entre guillemets, impliqué pour vous. Et donc, sur les différents avantages que tu as évoqués, je vais repasser un petit peu dessus. Donc, c'est fiabilité avec une simplification, une amélioration du système de collecte des données. Donc ça, tu l'as bien expliqué. C'est une réduction des coûts de communication puisqu'on passe plus par un canal voix, mais par un canal data qui sera moins coûteux. Et c'est aussi une amélioration, un renforcement du transfert des données, de la sécurisation des données échangées, encore une fois avec ce fameux exemple que tu viens de donner. Donc on en a fini sur la présentation. Donc je vous propose de passer donc aux questions-réponses qu'on va répartir entre moi et Sébastien. Donc j'ai une première question pour toi, Sébastien. Dans le cas d'API via Saturn, à qui appartiennent les données? Alors, les données de comptage, elles sont par la loi, hein, propriété du client. Donc, c'est le client qui est propriétaire de ces données. Donc, évidemment, il peut y avoir accès, hein, de droit. S'agissant de l'accès aux données clients par des tiers, eh bien, il faut préalablement que le client, que le tiers ait eu un mandat du client. Donc, ce qui veut dire que on demande pour tous les tiers qui voudraient avoir accès à des données clients, un mandat signé par le client. Et à ce moment-là, on ouvre les API pour ce tiers qui peut venir récupérer les données. Ou on peut lui publier aussi. D'accord. J'espère que ça a bien répondu du coup à la question, mais je pense que c'était assez détaillé. Donc, comment savoir si ma carte SIM
fonctionne en CSD data et non via de la data par IP. Donc, il va avoir deux éléments. C'est effectivement, soit vous avez au niveau de votre équipement, dans les caractéristiques techniques, vous pouvez avoir effectivement cet élément qui est mentionné, donc, comme c'était le cas pour Sébastien, avec la capacité d'upgrader sur du JPRS. Et deuxième élément, si vous n'avez pas ces éléments, notamment parce que ces compteurs ont été installés il y a de nombreuses années, c'est finalement via la carte SIM, et c'est de savoir la configuration de la carte SIM au niveau du compteur, c'est-à-dire que si elle n'est pas associée à un APN, il y a des chances que ça soit via CSD. Et à l'inverse, évidemment, pour transiter sur l'IP et sur le réseau opérateur, il faut avoir un APN qui est mentionné, sinon c'est pas possible d'être authentifié. Donc c'est vrai qu'il y a ces deux éléments qui peut être inclus. Donc le CSD fonctionne sur un réseau 2G. Sa fermeture technique n'entraîne pas l'arrêt de la 2G. Non, effectivement, ça n'entraîne pas l'arrêt de la 2G. Encore une fois, là, c'est vraiment des choses qui sont distinctes. C'est vrai qu'il y a eu des choix faits par les opérateurs sur l'arrêt du CSD. Encore une fois, principalement aussi parce que on avait des nouveaux. Il y a tout l'arrivée du TCP/IP qui est maintenant très très largement dominant, et que donc c'est vrai que ils préfèrent aussi libérer des bandes de fréquences. Ils préfèrent passer sur ces modèles-là qui seront plus robustes et plus intéressants pour le client. Ensuite, donc là, effectivement, c'est vraiment très précis, et là, je dois vous avouer que je ne saurais pas. L'upgrade vers le GPRS existe-t-il sur les modems ercogénaires? Donc là, je ne sais pas si tu as l'info, toi, Sébastien, mais je ne pense pas, vous n'êtes pas forcément sur ces types de modems. Je sais pas, Joker. Ouais, Je pense qu'il faut interroger Ercogénère. Ouais, là, effectivement, ouais, là, je sais pas. Et puis même dans leurs différents modems, j'imagine qu'ils ont la possibilité ou pas de le faire. Le GPRS fonctionnerait-il sur la 3G ou la 4G? En fait, le GPRS, c'est en quelque sorte un peu la 2,5G. Donc, en fait, c'est vraiment des réseaux séparés. Et là, ça dépend plus finalement de l'équipement, de votre équipement. S'il est compatible 4G, ça va fonctionner en 3G, ça va fonctionner en GPRS, ça fonctionnera en 2G. Mais l'inverse n'est pas forcément possible. C'est-à-dire que si votre équipement n'est compatible que RGPRS, il ne va pas pouvoir fonctionner en 3G, en 4G. En l'occurrence, le modem e-tron ne fonctionne qu'en 2G, mais il existe des modems sur le marché qui sont 2G 4G, 3G 4G, voilà, enfin, tout existe. Oui, effectivement. Donc j'ai la réponse de Ercogénère, puisqu'à priori il y avait un membre d'Ercogénère du coup qui était là, où Ercogénère propose une solution de migration du CSD data vers GPRS 3G. Donc effectivement, a priori c'est possible. Ensuite, j'ai la question, parce que là il y en a quelques-unes, donc il faut que je réussisse à m'y retrouver un petit peu. Donc, comment fonctionnent les cartes SIM multi-opérateurs? Oui, donc c'est vrai que Sébastien, tu l'as mentionné plusieurs fois. En fait, la carte SIM multi-opérateur, c'est une carte SIM qui va fonctionner finalement comme avec du roaming, et donc qui va avoir accès aux différents réseaux locaux. Donc en France, à Orange, Bouygues, SFR, Free, et donc il va avoir la capacité de se connecter à ces différents réseaux. Après, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que c'est l'équipement qui va initier la connexion, qui va demander à la carte SIM
de scanner les différents réseaux disponibles. La carte SIM envoie le résultat à l'équipement et c'est finalement l'équipement selon ses propres paramètres qui va choisir le meilleur réseau disponible pour lui. Donc, généralement, c'est la qualité de signal, qualité de signal et la disponibilité. Ensuite, donc là j'ai plutôt des réflexions que des questions. Combien coûte la PN sécurisée de Matuma en proportion par rapport au coût de l'abonnement SIM? Donc sur cet aspect-là, ça va aussi dépendre du nombre de SIM que vous avez. Bon, ça encore une fois, on peut en discuter ultérieurement, mais en gros sur la mise en place d'un APN, généralement il va avoir effectivement un coût de frais de mise en service, c'est-à-dire que on va monter nous une infrastructure vers votre système d'information, donc ça nécessite certains éléments de nos équipes infra, de nos équipes techniques, et effectivement il y a un maintien du lien à conserver qui peut aussi être un élément de facturation. Donc ensuite, en résumé, la 5G impactera-t-elle Matuma, modification du matériel? Sur cet élément, c'est encore tôt, on va dire, pour en parler. En fait, le principal finalement impact que va avoir la 5G, c'est véritablement sur les fréquences qui vont devoir être libérées pour mettre en place ces nouveaux réseaux. Et donc sur ces éléments-là, ça sera encore une fois le choix des opérateurs. Nous, côté Matuma, finalement, on suivra ce qui se passera côté opérateur. Donc, j'ai une question pour toi, Sébastien. Quel taux de non-télérelève aujourd'hui avec le GPRS, avec le reset 24 heures par rapport à avant avec le CSD? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très proche des 100%. On est très souvent à 100%, quelquefois un tout petit peu en dessous. Donc le taux d'échec est marginal, alors que en GSM, on avait dans le meilleur des cas, on avait des 95% de taux de collecte. Mais on avait à certains moments, on tombait à 90%. Alors à prendre quand même avec des pincettes parce que, comme je le disais, on a un territoire qui est rural et donc on avait aussi à l'époque un taux d'échec qui était lié à la mauvaise couverture GSM avec des cartes mono-opérateurs. Donc il y a bien deux choses dans l'amélioration de ce taux de collecte. Il y a d'une part la fiabilité, la meilleure fiabilité de la collecte IP par rapport à CSD, GSM Data, et puis par ailleurs le remplacement de la carte SIM par une carte SIM Matuma multi-opérateur. Et c'est compliqué d'évaluer quel est le facteur qui a été le plus déterminant dans l'amélioration de la qualité de la collecte. Quoi qu'il en soit, on a eu une amélioration significative de la qualité de la collecte. On est à près de 100% alors qu'on était entre 90 et 95% précédemment. D'accord. Donc j'espère que ça a bien répondu en tout cas à la question. Une nouvelle question sur la 5G. Comme ce sont des fréquences plus élevées que 800 MHz, cela risque de diminuer les couvertures, non? Encore une fois, sur ces éléments-là, sur la 5G, ça reste, en tout cas, de notre côté, assez compliqué de véritablement nous positionner, puisque, encore une fois, clairement, on attend aussi encore plus d'éléments
côté opérateur, pour effectivement voir un petit peu opérationnellement comment ça va se passer et les impacts potentiels. Donc, je suis un peu désolé là sur ces aspects-là, je n'aurai pas forcément de réponse à cette question. Donc, vous nous avez parlé d'énergie. Qu'en est-il des applications comme l'alarme? Donc, encore une fois, sur tout ce qu'on a entre guillemets un petit peu discuté, donc c'est vrai que c'est assez applicable à différents cas d'application, que ce soit les alarmes, les terminaux de paiement ou autres applicatifs impactés par le RTC CSD. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est que vous mesuriez par rapport à votre infrastructure ce qui est nécessaire ou pas de faire, quoi. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là, effectivement, sur de l'alarme RTC, qui est basée sur un transmetteur RTC. Voilà, ça va être de passer via transmetteur GSM ou via VoIP. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui encore une fois, il faut voir aussi au niveau matériel. Gueltas, pour les électriciens, ce que je pourrais rajouter, c'est que on a aussi migré en IP ce qu'on appelle les DEIE, c'est les dispositifs d'échange et d'information et d'exploitation avec les installations de production, souvent en énergie renouvelable raccordées sur nos réseaux. On était jusqu'à présent sur certains sites avec des liaisons RTC et on est passé donc à là pour le coup en 4G avec des routeurs 4G. Et puis on est en train également d'expérimenter en IP aussi le pilotage de ce qu'on appelle nos coffrets ET, c'est-à-dire ce sont des coffrets qui permettent de piloter les organes de coupure qui sont pilotés à distance sur les réseaux haute tension. Voilà, qu'on pilotait jusqu'à présent, alors ou avec du RTC ou même avec de la radio. Et donc, on est en train de faire quelques tests avec de l'IP. D'accord, très bien. C'est d'autres cas d'usage. Ouais, oui, tout à fait. Non, c'est pour ça, effectivement, c'est intéressant. Donc, autre question, et ce sera peut-être l'une des dernières, parce qu'on arrive à la fin des 45 minutes. Donc, les SIM Matuma et APN privé Matuma ne sont disponibles qu'en France. Est-ce le cas aussi en Afrique? Oui, il n'y a pas forcément de frontières par rapport à cela. Donc, les SIM Matuma, elles ont une couverture mondiale. Et de la même façon, sur les APN privés, ce sera similaire. Donc, il y a effectivement une couverture en Afrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une dernière question. Donc, la prise en compte. Attendez. Donc, sur l'aspect multi-opérateur Matuma, est-ce que le choix du meilleur opérateur se fait une fois pour toutes ou plusieurs fois par jour? Donc, le choix du meilleur opérateur, c'est encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est véritablement aussi l'équipement qui a l'intelligence embarquée et c'est l'équipement aussi selon ses propres paramètres qui va finalement décider de ces aspects-là. Je m'explique. Effectivement, lors d'une première connexion, donc encore une fois, l'équipement va initier une connexion, demander à la carte SIM de scanner tous les réseaux disponibles. Celle-ci va lui renvoyer le résultat et selon les critères de l'équipement, il va sélectionner le meilleur réseau selon ses propres critères. Ensuite, effectivement, quand un réseau est sélectionné, généralement, dans les devices, il va rester connecté sur le même réseau tant qu'il n'y a pas de déconnexion. Mais cependant, encore une fois, au niveau de l'équipement, si dans ses propres paramètres, si il y a des codes où, selon par exemple le fait que le signal ne doit pas être inférieur à, par exemple, X, à 2 bars, ou à X bars
au niveau du signal réseau, du signal radio, et il va avoir potentiellement une nouvelle initiation de connexion demandée, un nouveau scan des réseaux pour pouvoir potentiellement améliorer la connexion et passer sur un nouveau réseau. Pour illustrer ça, Hugo Eltaz, dans le cas d'usage qui est le nôtre là pour les compteurs, le modem, donc comme je disais, reboot tous les jours. Et donc à chaque reboot du modem, le modem sollicite la carte pour avoir le meilleur réseau. Donc en fait, dans notre cas d'usage, tous les jours, finalement, l'équipement, le modem, demande à la carte de trouver le meilleur réseau. Parfait, parfait. Je pense que ça a très bien complété cette réponse. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on a un petit peu arrivé à la fin de ce webinaire, de cette présentation. Bon, je vois qu'il y a encore certaines questions. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer au maximum de prendre ces questions et de vous apporter des réponses par mail. Donc voilà, on va essayer au maximum évidemment de compléter si des questions restent en suspens. Et puis, donc vous avez mes coordonnées. Si nécessaire, je passerai les éléments aussi à Sébastien pour qu'il puisse aussi répondre ou donner encore plus d'éléments par rapport à une migration si vous êtes en plus concerné. Voilà, encore une fois, il y a le but aussi de ce genre de présentation, c'est de pouvoir faire des mises en relation. Oui, d'autant que Gueltaz, si je peux dire un dernier mot, c'est qu'on a déjà accompagné plusieurs entreprises locales de distribution dans la migration de leurs compteurs vers de l'IP. Voilà, donc si certains ont besoin, notamment les plus petites entreprises locales de distribution, si certains ont besoin d'accompagnement, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi. Eh bien, parfait. On va conclure justement sur ces mots-là. Merci Sébastien encore pour ta présence aujourd'hui. Et merci à tous pour votre participation. J'espère que vous en avez, en tout cas, que vous avez appris un maximum de choses et pris autant de plaisir qu'on en a pris à vous présenter tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.